Après avoir hébergé ma belle famille, rentré, pendant 8 mois, j'ai demandé quand il comptait déménager. Ma femme a dit, il reste. Si cela pose un problème, peut-être que c'est toi qui devrais partir. Son frère est descendu par l'escalier et a dit, enfin. J'ai fait une valise ce soir-là et je suis parti. Mais avant de le faire, j'ai ouvert le coffre-fort du placard. Il ne savait pas que je l'avais réinstallé. Je ne m'attendais jamais à ce que mon mariage s'effondre pour quelque chose d'aussi simple que de demander de l'espace dans ma propre maison. Mais je suppose que c'est toujours comme ça que ça commence. De petites fissures. Puis on réalise que toutes les maudites fondations sont pourries jusqu'à la moelle. Je m'appelle Mike. J'ai 38 ans. J'ai vécu la majeure partie de ma vie d'adulte à Grand Junction, Colorado. Une ville tranquille, de bons voisins, des rues propres. J'ai acheté ma maison quand j'avais 30 ans. Cela m'a pris des années de travail dans la construction, de petits boulots, à économiser chaque dollar disponible. La maison n'avait rien d'extraordinaire, 1400 pieds carrés, 2 chambres, une salle de bain et demie. Mais elle était à moi. Payée intégralement. Pas de dette, pas de colocataire. Je menais une vie simple. Je payais les factures à temps. Je réparais ce qui devait l'être. La pelouse était tondue, le toit solide. Puis j'ai rencontré Daniela. Elle était belle, je ne vais pas mentir. Intelligente aussi. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle travaillait aux ressources humaines dans un groupe dentaire. Nous nous sommes rencontrés au barbecue d'un ami à Clifton. Elle riait de mes blagues stupides, aimait mes piètres talents de cuisinier et disait admirer un homme capable de construire une maison de ses propres mains. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et demi avant de nous marier. Elle a emménagé et pendant un temps, les choses allaient bien. Nous avions des comptes bancaires séparés. Elle a proposé d'aider pour les courses et les charges. Cela ne me dérangeait pas de couvrir l'hypothèque, je le faisais déjà. La maison a commencé à ressembler à la nôtre. Nous avons repeint la chambre, remplacé les moquettes. Elle a apporté un peu de vie dans la maison. Puis, l'année dernière, sa mère a perdu son emploi. Cela a commencé comme un mardi ordinaire. Daniela est rentrée tôt, l'air préoccupé. Ma mère s'est fait licencier, a-t-elle dit. Elle ne peut pas payer son loyer le mois prochain. J'ai hoché la tête. C'est embêtant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Daniela a hésité. Elle pourrait rester avec nous pendant un certain temps, juste jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose. 2 mois maximum. L'idée ne m'enchantait pas. J'aime mon espace. J'aime le calme. Mais je comprends. La famille est de la famille. Alors j'ai dit, d'accord. Sa mère a emménagé ce week-end-là. Elle a apporté plus d'affaires que prévu. 5 cartons, une valise géante et son chat. Je n'étais pas ravi, mais j'ai essayé d'être gentil. J'ai fait de la place dans la chambre d'amis, mis une serviette dans la salle de bain, et je l'ai même ajouté au Wi-Fi. Au bout de 3 semaines, elle faisait toujours la grasse matinée, regardait des feuilletons et ne cherchait pas de travail. J'ai interrogé Daniela à ce sujet. Elle est juste stressée, a-t-elle dit. Laisse-lui du temps. Puis Jessie est arrivée. Jessie et son jeune frère, la vingtaine bien entamée, décrocheur universitaire, toujours à la poursuite d'un rêve à moitié mûri. Aux dernières nouvelles, il gérait un rappeur local. L'instant d'après, il était sur mon canapé avec un sac de sport et un Red Bull juste pour quelques nuits, a dit Daniela. Il n'a nulle part où aller. Ces quelques nuits se sont transformées en 8 mois. Il a envahi le sous-sol. A dit qu'il avait besoin d'espace pour son studio. Cela signifiait des câbles partout, des haut-parleurs crachant des rythmes à 2 heures du matin et une odeur d'herbe empestant mes conduits d'aération. Il mangeait ma nourriture, utilisait mon savon, laissait ses chaussures dans le couloir. Pendant ce temps, sa mère traitait la chambre d'amis comme son royaume personnel. Elle remplissait la cuisine de ses cochonneries végétaliennes, commentait constamment ma façon de plier le linge et laissait ses cheveux partout sur le lavabo de la salle de bain. J'ai demandé à Daniela plusieurs fois quand il partirait. Il cherche, disait-elle. C'est difficile en ce moment. Mon œil. Jessie n'avait rempli aucune demande d'emploi. Sa mère passait plus de temps sur Facebook qu'une lycéenne. J'ai suivi la situation. J'ai vérifié la facture d'électricité. Elle avait doublé. Les factures d'épicerie avaient triplé. Je payais pour 4 adultes avec un seul revenu. Et aucun d'eux,
pas un seul, n'a proposé de participer. Un vendredi soir, après que Jessie eut bu ma dernière bière et laissé à nouveau la porte du réfrigérateur ouverte, j'ai craqué. Nous étions assis dans le salon. Sa mère était à l'étage en train de faire du yoga ou une autre de ses cochonneries. Jessie était au sous-sol, faisant tourner en boucle le même rythme pour la 3e heure consécutive. Je me suis tourné vers Daniela. Quand est-ce qu'il déménage? Elle a levé les yeux de son téléphone. Quoi? Ta famille. Ils sont ici depuis 8 mois. Ils ne paient pas de loyer. Ils ne nettoient pas. Ils n'aident pas. Quand est-ce qu'ils partent? Son expression a changé. Froide, comme si un interrupteur avait été actionné. Ils restent, a-t-elle dit. Je l'ai dévisagé. Pour combien de temps? Aussi longtemps qu'ils en auront besoin. Si cela pose un problème, dit-elle en me regardant droit dans les yeux, peut-être que c'est toi qui devrais partir. J'ai attendu la chute. Elle n'est jamais venue. Puis Jessie a monté les escaliers, s'est appuyée contre la rampe, les bras croisés, et a dit, enfin. Il t'en a fallu du temps. Comme s'ils avaient attendu que je craque. Comme s'ils avaient répété la scène. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la rage. Pas de la tristesse. Juste fini. J'en avais fini. Je me suis levé, je suis monté à l'étage. Daniela ne m'a pas suivi. Jessie n'a pas dit un mot de plus. J'ai attrapé un sac de sport, 2 chemises, un jean, des chaussettes, une brosse à dents, mon ordinateur portable, mes clés. Puis j'ai ouvert le placard. Daniela n'a jamais su que j'avais un coffre-fort caché. Lorsque nous avons rénové la chambre principale l'année dernière, nous avons abattu l'un des murs, et je l'ai réinstallé moi-même, juste derrière une planche lâche dans le placard. Elle pensait que je m'en étais débarrassé. À l'intérieur du coffre-fort, l'acte de propriété de la maison, à mon nom uniquement. Une clé USB pleine de documents financiers, y compris des relevés bancaires qui montraient qu'elle transférait discrètement de l'argent de notre compte d'épargne joint vers un compte dont je n'avais jamais connu l'existence. Le contrat prénuptial qu'elle pensait n'être qu'une formalité, mais que j'avais révisé 6 mois auparavant avec mon avocat et que j'avais mis à jour avec son accord tacite par courriel. Et enfin, $1000 en espèces que j'avais mis de côté, de l'argent d'urgence dont elle n'a jamais su que je l'avais. J'ai tout pris. Je n'ai pas claqué la porte en partant. Je n'ai pas laissé de mots. J'ai conduit jusqu'à un motel près de Lille 70 et j'ai passé la nuit à regarder la neige s'accumuler dehors par la fenêtre, mon téléphone vibrant de textos que je n'ai pas lus. Elle n'a jamais pensé que je partirais, mais je l'ai fait, et elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 30 messages non lus. Tous de Daniela. Où es-tu? On peut parler? Tu es mélodramatique. Reviens. Tu as laissé l'ouvre-porte du garage. Aucune excuse, aucune explication, pas même une fausse tentative de faire semblant d'être désolé. Juste du contrôle. Juste plus de la même chose. Je l'ai ignoré. À la place, j'ai appelé mon avocat. Il s'appelle Rick. Un type solide. Il s'était occupé de la clôture de la vente de ma maison quand je l'ai achetée, et avait aussi aidé à rédiger le contrat prénuptial. Es-tu prêt à déposer la demande, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Et je veux qu'elle sorte de ma maison. Rick n'a pas perdu de temps. Dès lundi, les formalités étaient en cours. Daniela a essayé d'appeler encore et encore. Quand je n'ai pas répondu, elle a envoyé sa mère à mes trousses. J'ai reçu un courriel de sa mère, Sharon, disant à quel point j'étais puéril et comment j'abandonnais mes responsabilités familiales. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai laissé les documents parler pour moi. La maison était à moi. Le nom de Daniela n'y figurait jamais. Elle n'y avait jamais contribué financièrement. Le contrat prénuptial était béton. Elle ne pouvait même pas prétendre à une prestation compensatoire. Je lui ai donné une semaine pour déménager. 7 jours. C'est là que le vrai jeu a commencé. Le deuxième jour, Jessie a posté quelque chose sur sa story Instagram. Une photo de lui faisant un doigt d'honneur à l'appareil photo avec la légende bon débarras. C'était une erreur. Voyez-vous, ce que Jessie ne savait pas, c'est que j'avais toujours accès à distance aux caméras Nest de la maison, y compris celles du sous-sol. Je me suis connecté et je l'ai regardé, riant sur le canapé, racontant des salades, m'insultant,
se vantant d'être le roi de la maison maintenant. Puis je l'ai regardé allumer un joint à côté du chauffe-eau. C'est un risque d'incendie. J'ai enregistré la séquence vidéo et l'ai envoyée à mon agent d'assurance, puis à la police. Puis j'ai appelé Rick. Dès vendredi, un shérif adjoint s'est présenté à la maison avec un avis formel. Ils avaient 72 heures pour quitter les lieux ou faire face à une expulsion légale. Jessie s'est filmée en train de crier sur l'adjoint et l'a postée en ligne. Une autre erreur. Cette vidéo était désormais une preuve publique de son comportement, et nous l'avons soumise au juge supervisant l'affaire. Pendant ce temps, je suis resté silencieux, je suis resté calme. J'ai travaillé à distance depuis un motel de long séjour bon marché. J'ai mangé des sandwichs de station-service. J'ai juste attendu. Au 6e jour, Daniela a finalement appelé et laissé un message vocal différent. Sa voix était tremblante, pas en colère. Effrayée. Mike, s'il te plaît, appelle-moi. Je ne savais pas que tu irais vraiment jusqu'au bout. Je pensais que tu étais juste en colère. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler, s'il te plaît? Trop tard. Je n'étais pas en colère. J'étais concentré. Parce que voici ce qu'elle ne savait vraiment pas, il y avait plus sur cette clé USB. Beaucoup plus. Voyez-vous, Daniela avait déplacé de l'argent de notre compte joint. Ça, je l'avais déjà compris. Mais ce que je ne m'attendais pas à trouver, elle envoyait aussi des sommes d'argent, de petits montants toutes les 2 semaines, à un homme nommé Brian Cardani. Je ne savais pas qui il était, alors je l'ai cherché. Instagram privé, mais son Twitter était public. Devinez ce qu'il a posté il y a 2 mois. Une photo de mon jardin. Mon jardin exact. Légende, de retour dans mon petit refuge préféré. J'ai fixé ce post pendant longtemps. Puis j'ai vérifié les relevés téléphoniques. Elle l'appelait pendant les pauses déjeuner, tard le soir, une fois à 1h34 du matin. Mes mains tremblaient. J'ai envoyé les preuves à Rick. Cela change les choses, a-t-il dit. Carrément. Je ne lui ai pas dit que je savais. Pas encore. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement de la maison. Maintenant, il s'agissait de la vérité. Et je n'avais pas fini. À ce stade, je savais que Daniela ne se contentait pas de prendre parti. Elle menait une double vie, juste sous mon toit. Et pendant que j'étais assis tranquillement dans le motel, rassemblant toutes les pièces du puzzle, elle continuait d'essayer de m'appeler comme si tout cela n'était qu'un malentendu. Je n'ai pas décroché. Je travaillais sur autre chose. J'avais un ami nommé Kyle. Nous avions fait une école de métier ensemble il y a des années. Il travaille maintenant dans la sécurité informatique pour une entreprise à Denver. Un type bien. Il me doit une faveur. Alors je l'ai appelé. J'ai besoin d'aide pour récupérer des sauvegardes téléphoniques et des données cloud, ai-je dit. Il n'a pas posé de questions. Je lui ai donné accès à un ancien identifiant iCloud que j'avais utilisé à l'époque où nous partagions un iPad. Elle n'avait jamais changé le mot de passe. En moins de 2 heures, j'avais des sauvegardes de textos, de photos, de courriels, de tout. Et ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Elle parlait à Brian Cardani depuis plus d'1 an. 1 an. Ce n'était pas juste du flirt occasionnel. Il y avait des textos datant du moment même où je réparais l'évier de la cuisine disant « J'aimerais que tu sois là à la place ». Il y avait des photos, rien d'explicite, mais assez intimes. L'une avait été prise dans notre lit pendant que j'étais hors de la ville en octobre dernier pour un travail de toiture à Montrose. Pire encore, elle s'était moquée de moi. Des captures d'écran de nos textos envoyés à lui avec des légendes comme « Il fait encore son mélodramatique ». Je jure que je pourrais le gifler. S'il part un jour, je ne pleurerai pas, c'était la semaine même où je lui avais apporté des fleurs un mardi juste parce qu'elle avait dit qu'elle se sentait déprimée. Tout était faux. Puis j'ai remarqué autre chose. Brian n'était pas un type au hasard. C'était son collègue. Il travaillait dans son groupe dentaire. C'est comme ça qu'ils s'étaient rencontrés. Et j'ai trouvé une invitation de calendrier enfouie dans ses courriels intitulée « Conférence de week-end de cohésion d'équipe, veille ». Je me souvenais de ce voyage. Elle m'avait dit que c'était obligatoire, juste 2 jours. Elle était revenue fatiguée, avait dit que c'était ennuyeux. Maintenant, je savais qu'elle avait passé 2 nuits dans une suite d'hôtel avec Brian aux frais de l'entreprise. J'ai rappelé Rick. Pouvons-nous introduire cela dans l'affaire de divorce? Il a marqué une pause.
si vous avez des preuves, et vous en avez, nous pouvons plaider la faute et l'intention. Cela va changer l'issue. J'ai hoché la tête. Faites-le. Ce week-end-là, je suis passé en voiture devant la maison. Je suis resté dans la voiture de l'autre côté de la rue. Les lumières étaient allumées. La voiture de Jessie était partie, enfin. Un camion U-Haul était garé dans l'allée. Il déménageait. Et juste au moment où j'ai démarré le moteur, Daniela est sortie par la porte d'entrée. Elle ne ressemblait pas à elle-même, cheveux en chignon désordonnés, sweat à capuche, pas de maquillage, pâle, stressée. Elle est restée là 1 minute, regardant au loin, comme si elle s'attendait à ce que je la surveille. Puis elle a sorti son téléphone. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Nous partons. J'espère que tu es heureux. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai attendu que le camion soit parti, puis j'ai conduit directement jusqu'à la porte d'entrée. C'était calme. J'ai ouvert la porte et je suis rentré à nouveau dans ma maison. Tout sentait différemment. Les fausses bougies à la vanille avaient disparu. Ces plantes, ces tasses, son désordre aléatoire, disparu. J'ai traversé les pièces en silence. L'endroit semblait froid, vide, mais aussi juste. Puis j'ai vérifié la chambre. Elle n'avait pas tout pris. Il y avait un petit récipient en plastique laissé dans le placard, probablement oublié. À l'intérieur se trouvaient de vieilles cartes, des reçus, une boîte à chaussures pleine de photos et une deuxième clé USB. Curieux, je l'ai branchée. Il y avait des vidéos. Des séquences de caméras de sécurité. Daniela avait dû les télécharger avant que je ne coupe son accès à Nest. Et ce que j'ai vu ensuite a de nouveau complètement renversé l'histoire. Un clip montrait Jessie dans mon bureau à domicile tard dans la nuit, copiant des fichiers de mon ordinateur portable, clé USB à la main. Un autre le montrait entrant dans la chambre principale avec Daniela pendant mon absence. Ils ne s'embrassaient pas. Ils ne se touchaient pas. Mais ils chuchotaient. Et il lui a tendu quelque chose, une clé. Cette nuit-là n'était pas seulement une trahison. C'était planifié. J'ai fixé l'écran pendant plus d'1 heure. Ce moment entre Daniela et Jessie, ma femme et son propre frère, était gravé dans mon cerveau. Je l'ai rejoué encore et encore. Ce n'était pas seulement des chuchotements. C'était un complot. Elle lui a pris la clé, a regardé droit dans la caméra de la chambre et a souri. Le pire? Ces images dataient de 2 semaines avant qu'elle ne me dise de partir. Tout prenait sens maintenant. Ils me poussaient dehors, ensemble. J'avais été leur distributeur automatique de billets, leur propriétaire gratuit. Une fois que j'ai commencé à poser des questions, ils ont décidé qu'il serait plus facile de m'effacer. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis levé et j'ai regardé autour de la pièce. Cela n'allait pas être un divorce propre. C'était la guerre. J'ai envoyé les nouvelles séquences à Rick. En l'espace d'une journée, il avait déposé une requête d'urgence auprès du tribunal. Non seulement j'avais la preuve de l'infidélité, mais j'avais maintenant des preuves de ce qui ressemblait à une tromperie coordonnée et à un possible vol de données privées. Parce que devinez quoi? Cette clé USB que Jessie a utilisée. J'ai découvert qu'il avait volé des fichiers sensibles de mon travail de client. Des choses que je n'étais même pas censé stocker localement, du matériel sous accord de non-divulgation, des offres de projet. Entre de mauvaises mains, cela aurait pu me coûter de futurs contrats. J'ai déposé une plainte auprès de la police. Usurpation d'identité. Accès illégal à des documents privés. Jessie n'avait pas seulement fait des bêtises dans ma maison. Il avait commis un délit grave. Pendant ce temps, j'ai adopté une stratégie à long terme. J'ai contacté le patron de Daniela, son vrai patron, pas Brian. Je leur ai envoyé par courriel les séquences de sécurité, les textos, les transactions financières qui coïncidaient avec les voyages d'affaires. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une réponse d'un seul mot, traité. Elle a été licenciée. Sans indemnité. Brian aussi. Apparemment, ce n'était pas seulement elle qui enfreignait les règles. Il utilisait la technologie de l'entreprise pour des transferts de fichiers personnels. Ils ont qualifié cela de violation massive de la politique. J'ai entendu par un ami qu'ils les avaient tous les deux escortés dehors devant tout le bureau. Puis ce fut au tour de Jessie. Quelques mois auparavant, Jessie avait demandé le chômage. Il avait dit qu'il était sans emploi. Avait prétendu qu'il vivait chez un parent qui le soutenait financièrement.
Eh bien, c'était vrai, et aussi illégal, parce que pendant qu'il percevait des allocations chômage, il acceptait aussi de l'argent des transferts secrets de Daniela et gérait une activité parallèle de vente de matériel de studio qu'il avait acheté avec mon argent, des choses que j'ai trouvées sur Facebook Marketplace sous un faux nom, que j'ai retracé jusqu'à son compte Venmo. J'ai envoyé les détails au département du travail du Colorado. En quelques semaines, Jesse faisait l'objet d'une enquête pour fraude. Ils ont gelé ses comptes, récupéré chaque centime qu'il devait, lui ont infligé une demande de remboursement de $12 000 et une amende. La maison? Toujours à moi. Le juge a statué en ma faveur. Elle n'y avait aucun droit, aucune valeur nette et aucune preuve de contribution. J'ai gardé la voiture, les meubles, tout. Elle est partie avec seulement les vêtements qu'elle avait emportés. Rick m'a demandé si je voulais réclamer des dommages et intérêts pour conjoint. J'ai dit oui, non pas pour l'argent, mais pour que ce soit consigné. Nous avons gagné. Elle me devait $18 000 en frais de justice et dommages et intérêts pour détournement de fonds communs. Elle ne les avait pas. Elle ne les a toujours pas. Son salaire est maintenant saisi chaque mois. Je suis resté discret après ça. J'ai repris le travail, remboursé Rick, commencé à voir un thérapeute. Je devais le faire. Les mensonges, la manipulation, le détournement cognitif. Cela m'avait marqué. Mais je ne suis pas resté amer. Je suis resté concentré. Environ 6 mois après que tout se soit calmé, j'ai reçu un courriel de Daniela. Juste une phrase. Je n'aurais jamais pensé que tu irais vraiment jusqu'au bout. Je n'ai pas répondu. 1 an plus tard, j'ai entendu dire que Jessie avait réemménagé chez leur père à Albuquerque. Son entreprise de studio est morte lorsque l'État lui a retiré sa licence. Il doit toujours des restitutions. Daniela? Aux dernières nouvelles, elle travaille à l'accueil d'un spa. Salaire minimum, pas d'avantages sociaux. Je passe parfois en voiture devant cet endroit, non pas pour me vanter, mais pour me rappeler le chemin parcouru. J'ai recommencé à sortir, lentement. J'ai pris le temps de reconstruire la confiance. J'ai pris un chien. Repeint la maison. Fait un voyage en Alaska, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais pu avec elle dans les parages. La chambre où il complotait contre moi? C'est maintenant un bureau. Mon espace, mes règles. Je ne me blâme plus. Je me souviens juste de ceci, je leur ai offert de la gentillesse. Ils m'ont offert la trahison. Je leur ai offert un foyer. Ils ont essayé de me chasser. Mais à la fin, je suis resté. Ce sont eux qui ont tout perdu, et ils ne remettront plus jamais les pieds dans ma maison.